à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour et merci à Laurent Delmas qui va animer aujourd'hui cette masterclass. Donc Laurent, vous êtes critique cinéma, vous êtes producteur d'émissions sur France Inter, vous êtes aussi directeur de l'ouvrage L'histoire du cinéma chez Larousse et plus récemment chez Larousse également, auteur du livre Depardieu hors norme. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, vous allez nous parler du film Mystic River de Clint Eastwood. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver effectivement pour cet éclairage sur le 24e long métrage de Clint Eastwood, Mystic River. Je le dis comme on dit en français sans prendre l'accent. C'est un film de 2003. C'est donc le 24e, je le disais, de son acteur, auteur, réalisateur qui est devenu au fil du temps Clint Eastwood, et un auteur important du cinéma hollywoodien après avoir été également un acteur phare et en restant d'ailleurs un acteur souvent dans ses propres films. Mais c'est pour une fois, alors sans lui, le Mystic River, comme vous l'avez vu, ne compte pas Clint Eastwood au casting, ce qui est d'ailleurs l'inverse du film précédent, Créance 200, fait en 2002, et du film suivant, $1 Million Baby, fait en 2004, où là, il occupe le rôle principal. Mais dans Mystic River, il ne s'est donné aucun rôle et il se contente, entre guillemets, d'en être à la fois le réalisateur et aussi le coproducteur. Clint Eastwood n'a pas caché que l'origine du film, c'est le moment où il a lu dans un journal une recension d'un livre, du nouveau roman d'un auteur de polar américain qui s'appelle Dennis Lehane. Et il dit donc que ça n'est même pas à la lecture du livre, mais c'est uniquement à la lecture de ce qu'on pourrait appeler le résumé, le synopsis, le propos principal, qu'il a été tellement séduit qu'il a décidé à ce moment-là qu'il adapterait ou qu'il voulait adapter cette histoire, hein, ce squelette en quelque sorte d'histoire au cinéma. Bien entendu, dans la foulée, il lit le livre de Dennis Lehane qui le séduit, alors là, cette fois totalement, et il en est convaincu quant à la nécessité pour lui, artistique, cinématographique, de l'adapter au cinéma. Un petit mot quand même sur Dennis Lehane, qui est un auteur je le disais, de polar américain pour un petit peu catégoriser comme ça rapidement, mais c'est c'est un écrivain très important dans le paysage américain de la littérature d'aujourd'hui, qui a déjà derrière lui une très très forte production et une œuvre véritable, et dont il faut signaler que d'ailleurs à ce jour, cinq de ses romans ont été adaptés au cinéma. On vient de le voir, donc Mystic River. Et puis le fameux Shutter Island de Martin Scorsese, c'est aussi, si je puis dire, du Dennis Lehane. Et il y a aussi au moins 2 autres films qui ont été adaptés au cinéma par Casey Affleck. Donc c'est dire si on trouve chez lui de quoi inspirer les cinéastes, et que son écriture, sans être d'ailleurs cinématographique, c'est une véritable écriture littéraire pour le lire, mais disons qu'on voit bien que l'importance des thèmes qu'il traite, sa façon de multiplier les histoires, son goût pour la narration, séduit inévitablement des cinéastes qui voient effectivement matière à de belles transpositions sur grand écran. Alors, il faut bien avouer, parce que là aussi, Clint Eastwood l'a raconté, que la Warner, qu'il va voir à ce moment-là, la grande maison de production, est assez peu enthousiaste sur le projet et sur l'adaptation du livre de Dennis Lehane. Et du coup, Eastwood doit rentrer dans la production. C'est lui qui va chercher concrètement l'argent nécessaire à la réalisation du film. Et du coup, c'est un des plus petits budgets de son histoire de cinéaste et de réalisateur. Il va réussir à capitaliser les 25 millions de dollars nécessaires pour faire le film, mais c'est en quelque sorte presque le minimum, d'ailleurs le minimum autorisé, légal,
par la guilde des cinéastes pour que le film puisse se faire. C'est dire si c'est un petit budget tourné en quelques semaines à Boston, on y reviendra. C'est un tournage court, c'est un tournage serré, dont on n'a pas forcément l'habitude, Clint Eastwood qui a bénéficié avant et après de budgets plus conséquents. Mais là, il faut avouer que effectivement, les conditions financières du tournage n'étaient pas aussi faciles, on va dire, que certains autres films de Clint Eastwood. Alors, un mot du titre du film, mais une fois qu'on l'a vu, je pense qu'on a compris. La Mystic River, c'est cette rivière qui coule, ce fleuve qui coule dans Boston, fleuve souvent filmé par Eastwood avec aucune assistance, mais en tous les cas, on sent par sa présence l'importance de ce fleuve et on voit bien à 2 reprises dans l'histoire, au début et à la fin d'ailleurs, au début du film et à la fin du film, combien ce fleuve est important, joue un rôle, qu'il est un peu le fleuve qui emporte la mémoire, le fleuve qui fait tout oublier, le fleuve dans lequel disparaissent et les corps et les preuves. Et donc, c'est effectivement assez naturellement, au fond, qu'il donne son titre au roman d'abord, au film ensuite, en plus avec ce nom qui est à la fois très évocateur, un peu mystérieux, et où on sent effectivement que au-delà du fleuve, c'est un lieu de secret. Pour Eastwood, c'est une première, ce film, au moins pour le sujet ô combien délicat de la pédophilie. C'est la première fois qu'il l'aborde frontalement dans un film. En cela, il est tout à fait fidèle au livre, hein, qui en fait effectivement lui aussi, comme souvent d'ailleurs chez Denis Lehane, un thème important et un thème majeur. Il est à la fois fidèle à ce sujet, comme il est fidèle aussi, il faut le dire d'entrée de jeu, à l'entrelac des histoires qui composent le roman de Denis Lehane. Parce que comme vous l'avez vu, il n'y a pas une seule histoire dans le film, mais il y a plusieurs histoires qui convergent, qui sont reliées à une enquête, bien évidemment, des interrogations comme les pièces d'un puzzle qui se mettent progressivement en place. Et cela, il y a chez Lehane comme chez Eastwood une très grande maîtrise, évidemment, à les raconter, à faire tenir à la fois cette chronologie, ce tissu de preuves, d'indices, d'impasses, d'erreurs, bien évidemment, et tout ce qui fait en quelque sorte la composition de ce genre d'histoire. Alors, je le disais, la pédophilie, qui est une manifestation ô combien de violence, bien évidemment. Or, la violence est pour le coup, alors, au cœur des films de Clint Eastwood, je dirais presque depuis qu'il est entré en cinéma lui-même, c'est-à-dire d'abord comme acteur, puis comme réalisateur. Il a joué et fait jouer, incarner et diriger d'autres acteurs dans des histoires et dans des représentations très souvent de la violence. C'est un thème qu'il aborde et ici qui est donc immédiatement donné par la violence faite à ce petit garçon, à ce petit Dave qui est, on le voit, enlevé par 2 pédophiles, retenu dans une cave 4 jours et puis libéré, et qui s'enfuit. Il n'est pas libéré et il s'enfuit. Mais cette violence première, la plus insupportable, puisqu'elle se fait contre un innocent, évidemment contre quelqu'un qui ne peut lutter contre quelqu'un qui n'a ni la force ni les outils pour être autre chose qu'une victime. Eh bien, cette violence-là, effectivement, elle est au centre du film de Clint Eastwood. Elle est d'autant plus au centre que c'est non seulement le point de départ, ça pourrait être, comme dans un film d'enquête normal, le point de départ, le point extrême, mais ensuite,
Ensuite, au fond, les choses iraient dans la résolution de la violence par une enquête qui progresse et qui, par exemple, trouverait le coupable. Là, ça n'est pas tout à fait le même processus, ou plus précisément, la volonté de Dennis Lehane, et qui rejoint parfaitement la volonté de Clint Eastwood, c'est de montrer comment la violence est une sorte de cancer et comment cet événement, ce n'est pas un événement singulier, ce n'est pas un événement coincé en quelque sorte dans une bulle temporelle, c'est un événement qui va faire tâche. C'est un événement que Eastwood lui-même compare à un cancer, dont les métastases vont progressivement prendre le dessus et énerver l'ensemble du petit monde qui est décrit ici, à la fois dans les corps et dans les têtes. Et ça, c'est effectivement une vision très importante parce que le film se développe comme ça en cercles concentriques dont chaque nouveau cercle peut être relié à cette violence initiale, à ce moment d'extrême violence et où le corps a été maltraité et rien, au fond, depuis ne peut être régulièrement résolu. Alors ici, le milieu est tout à fait dans lequel ça se passe, dans lequel, pour continuer la métaphore, le cancer se développe. Le milieu est évidemment très, très intéressant. C'est la ville de Boston, qui est la ville natale de Dennis Lehane et qui est montrée dans la diversité de ces quartiers, où on insiste bien sur la boboisation de certains quartiers, la misère d'autres, les rapports avec le passé qu'on a dans ces quartiers. C'est un discours qui est très récurrent dans le film, qui revient comme ça à plusieurs reprises, comme une sorte de portrait sociologique de Boston, sans évidemment un souci documentaire. Ce n'est pas le propos de Eastwood, mais on voit bien quand même que les différentes mentions successives participent d'une volonté, d'un discours sur cette ville de Boston, d'un regard sur cette ville de Boston. Et au fond, ce qui intéresse Eastwood, c'est le fait que cette violence dont il est question, c'est une violence quotidienne. C'est une violence banale. Le crime tel qu'il est montré dans le film, je veux dire par là le milieu criminel, le milieu délinquant, ça n'est pas la grande délinquance, ce ne sont pas des casseurs de banques ou de casinos, comme on peut le voir dans certains autres films américains et à foison. Non, ça n'est pas cette délinquance-là qui est montrée. C'est une petite délinquance, même chez les adultes. Ça ne va pas au-delà d'un trafic de BD, de timbres, enfin, des choses, certes criminelles et délinquantes, mais on voit bien en quoi ça n'a rien à voir avec un milieu mafieux, par exemple, tel que pourrait le décrire un Martin Scorsese. C'est vraiment un petit milieu délinquant à la frontière, à la bordure, parfois totalement dans la délinquance, comme le personnage de Sean Penn l'a été, parfois un peu à la frontière, mais pas plus, pas moins, je dirais. Et je crois que cet aspect-là des choses, parce qu'il est inclus à la fois dans le quotidien et dans la banalité, et qu'il n'est pas tout à fait ce qu'on montre d'habitude au cinéma, intéresse énormément Eastwood. C'est certainement cette banalité-là qu'il a interpellé en quelque sorte au même motif que, donc je le disais, la propagation, là aussi, hélas, encore plus, hélas certainement, la propagation très banale, très quotidienne, très en cercle concentrique de la pédophilie dans la société américaine à travers notamment évidemment les églises américaines dont il semble que les pratiques pédophiles soient tout sauf marginales et qu'elles gangrènent, qu'elles ont gangréné et qu'elles gangrènent encore une partie du corps social américain. C'est
il faut d'ailleurs le noter parce que c'est relié au contenu du film. Au moment où Denis Lehan écrit son roman, éclate, donc il ne s'en inspire pas, mais c'est concomitant. Au moment où il écrit son roman, éclate à Boston, la ville de Boston même, un énorme scandale pédophile lié à l'Église catholique, lié à la personnalité de l'évêque local et à des agissements qu'il a autorisés également. Cet énorme scandale pédophile, donc éclabousse bien évidemment la ville de Boston. Denis Lehan est d'autant plus sensibilisé à ce problème de la pédophilie que lui-même a été élève dans l'une des principales écoles touchées par ce scandale et que bien évidemment il n'a pu être que sensibilisé, que touché par ce scandale. Il a peut-être connu des gens qui ont été touchés de près ou de loin par ces pratiques, peu importe. Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est quelque chose qui le touche. Et ça n'est pas un hasard, évidemment, si le roman en fait écho, avec en plus, effectivement, cette dimension d'implication du clergé catholique aux États-Unis, notamment, et avec la référence d'ailleurs à laquelle Eastwood se livre, puisque, comme vous l'avez vu, l'un des deux pédophiles a à la main une sorte de bague, un peu d'ailleurs d'évêque, enfin avec une croix qui laisse penser soit qu'il est un prêtre, soit en tous les cas qu'il se sert de la prêtrise comme d'un appât pour capter l'innocence de sa future victime. Mais il y a là clairement une référence d'Eastwood à cette situation tout à fait dramatique, bien évidemment. Alors, un petit parce qu'en passant, mais parce que ça fait partie de l'un des atouts majeurs du film, c'est évidemment son casting. Son casting et qui est à la fois aussi révélateur des intentions de Clint Eastwood, bien sûr. Petit détail qui mérite d'être noté, vous savez, en général, l'histoire d'un casting à Hollywood, mais pas seulement, peut durer des semaines et des mois entières, c'est-à-dire entre ce que souhaite le cinéaste comme acteur et puis le casting final, il y a bien souvent de nombreuses différences en fonction de la disponibilité, de l'envie des acteurs ou des actrices de jouer dans le film ou non, enfin bref, d'un certain nombre de paramètres, parfois dépendants, parfois indépendants de la volonté du cinéaste. Mais là, il se trouve que nous savons, parce que Eastwood l'a dit et fortement dit, que pour les trois, notamment les trois acteurs principaux masculins de son film, Sean Penn, Tim Robbins et Kevin Bacon, il n'y a eu là aucune différence entre ses souhaits et l'accord de ces trois acteurs, donc qui ont été tout de suite partants, plus précisément, pardon, pour l'aventure, pour cette Mystic River, en acceptant donc effectivement le rôle. À qui plutôt se sont ajoutés Laurence Fishburne dans le rôle de l'autre flic, et puis aussi quand même deux actrices qui sont Marcia Gay Harden et Laura Linney. L'une joue la femme de Dave et l'autre joue la femme de Jimmy, lequel est joué par Sean Penn. Je note ce casting parce que d'abord, à mes yeux, en tous les cas, il est tout à fait exceptionnel et il participe certainement de la façon dont Clint Eastwood, on y reviendra, parvient à capter des moments de complexité, des moments où ces trois acteurs sont réellement en adéquation avec les situations très difficiles, souvent en limite vraiment dans lesquelles le scénario les plonge. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut impérativement les inclure en quelque sorte dans la réussite du film, tant ils incarnent chacun au fond une facette certainement de ce que de l'humanité que souhaite nous montrer Clint Eastwood. Alors, Clint Eastwood, c'est
pardonnez-moi, Mystic River, c'est, comme le dit Clint Eastwood, évidemment, une tragédie américaine. Regardez, le film s'ouvre par le sport parangon des États-Unis, qui est le baseball. Alors, ce sont des petits garçons comme ça avec une balle, mais au contraire, ça prouve que tout le monde y joue. Donc, c'est bien l'inscription dans l'un des marqueurs populaires des États-Unis, le baseball, et il se termine par ces incroyables parades à la fois sportives, patriotiques et surtout très populaires qui ont lieu aux États-Unis, avec des fanfares, vous savez, des majorettes, des grands chars sur lesquels, à nouveau d'ailleurs, on voit les petits joueurs de baseball. Donc, on a clairement l'idée dans cette scène d'ouverture et dans cette scène de clôture que oui, nous sommes bien aux États-Unis, oui, il s'agira bien d'une histoire profondément américaine, ce qui n'empêche évidemment des aspects universels, c'est clair, mais en même temps, on ne peut pas dénier le fait que de film en film, ce que dépeint Clint Eastwood, c'est certainement une histoire américaine. Et le cinéaste lui-même, d'ailleurs, d'ajouter, quand il définit ainsi son film, une histoire américaine, il dit une histoire d'innocence perdue. Et ça, évidemment, c'est tout à fait important, parce que ça n'est pas seulement, je pense, dans ce que veut dire Eastwood, ça n'est pas seulement une affaire intime, une affaire personnelle, une affaire individuelle, ça l'est aussi, mais pas seulement. C'est-à-dire, l'innocence perdue, elle ne concerne pas uniquement les trois petits garçons dont on nous raconte l'histoire future. Elle est aussi l'innocence perdue de l'Amérique dont parle Eastwood. À travers l'ensemble de ces films, finalement, il y a une sorte de constante, une sorte d'élément moteur, aussi paradoxal que ça puisse paraître, qui est certainement la mélancolie. La mélancolie est quelque chose qui est profondément ancré dans l'univers de Clint Eastwood. C'est certainement l'un des grands cinéastes de la mélancolie. Au-delà, bien évidemment, des aspects premiers que peuvent prendre ces films, des aspects voilà, parfois de violence, mais au cœur de la machine Eastwood, si je puis dire, il y a une mélancolie. Et cette mélancolie, elle traverse effectivement pour Eastwood les grands mythes, qu'ils soient positifs ou négatifs, de l'histoire des États-Unis. La marque de Clint Eastwood, c'est d'adapter en quelque sorte, ou de mettre cette grille de lecture mélancolique sur la guerre, la boxe, bien évidemment, la vengeance, la conquête spatiale, la violence des armes au quotidien, comme dans Grand Torino, l'héroïsme, comme dans Sully, ce récit sur l'héroïsme d'un pilote d'avion, le pouvoir et sa corruption avec Hoover, enfin, bref, toute une série d'éléments constitutifs de l'histoire américaine. Bien sûr, je n'ai pas cité le western, mais et les westerns crépusculaires de Clint Eastwood sont bourrés de mélancolie, bien évidemment. Et tous ces films qui prennent comme sujet des sujets différents, bien sûr. Il n'y a pas de rapport entre la boxe de Million Dollar Baby et puis le pouvoir dans Edgar Hoover. Mais justement, il y a toujours à la fois l'histoire des États-Unis et une sorte de mélancolie sous-jacente qui vient infuser en quelque sorte tout le film. Il y a chez Clint Eastwood certainement la notion d'un paradis perdu, d'un Éden irretrouvable et d'une mélancolie afférente. Et au fond, ces personnages sont traversés et pris dans la nasse de cette mélancolie, dans la mesure où il est difficile
évidemment d'y échapper. La question étant de savoir d'ailleurs si Eastwood lui-même souhaite s'en échapper. Je n'en suis pas certain, et je pense que, sans parler de complaisance mélancolique, parce que je crois que ce n'est pas ça, mais il y a une sorte d'adhésion mélancolique à la vision du monde, et au fond une sorte d'horizon indépassable, d'où la notion d'innocence perdue. Par définition, ce qui est perdu ne peut pas se retrouver, et donc est un horizon indépassable, bien évidemment. Alors, ce qui est aussi intéressant, parce que là aussi, c'est assez constitutif de l'univers de Clint Eastwood, ça a pu même provoquer des polémiques, des façons un peu de remettre en cause son cinéma, mais il est clair que au centre aussi du film de Clint Eastwood, il y a de fortes interrogations, et c'est le moins qu'on puisse dire, sur les figures masculines, sur la masculinité, sur la virilité qui est souvent, évidemment, chez Clint Eastwood, un véritable enjeu. Alors, ici, il n'y a pas de doute, nous avons affaire à trois héros, trois jeunes garçons, trois petites figures masculines d'abord, qui vont devenir ensuite des adultes, et qu'on verra beaucoup plus d'ailleurs en adultes qu'en garçons. Trois. À qui sont reliées d'ailleurs deux femmes, et non pas trois femmes. Deux femmes, au moins dans la majeure partie de l'histoire, et très curieusement, au moment de la résolution, il y aura les trois femmes, mais il n'y aura plus que deux hommes. Donc déjà, il y a, puisque l'un d'entre eux aura été tué entre-temps, et que le couple qui était désuni se reforme à la fin. Mais décidément, là où on pouvait s'attendre, et là où il y avait trois couples théoriquement constitués par les trois jeunes garçons et les trois femmes qu'ils avaient ensuite rencontrés, jamais ces trois couples ne se formeront à l'écran. Il y a là certainement une indication sur, quoi qu'il en soit, l'imperfection des choses, quoi qu'il en soit, le fait que, décidément, les figures habituelles, les figures qu'on attendrait, ne peuvent se former ou se reformer dans ce monde décidément absolument imparfait. Et dans ce monde, effectivement, qui met en question ou qui pose la question de la masculinité. Cette masculinité, cette virilité, évidemment dévoyée, salie, abîmée par le traumatisme fondateur, en quelque sorte, de la pédophilie, et par ces figures masculines et viriles des pédophiles qui, évidemment, font que cette masculinité-là et cette virilité-là et cet exercice du masculin est effectivement insupportable, et que donc, de ce point de vue-là, c'est moralement condamnable, et ça ne peut pas servir, évidemment, ni de repère, et que le nœud, en quelque sorte, gordien du film, ça va être la vengeance d'un homme, pour le moins qu'on puisse dire, et que la virilité de Sean Penn est mise en avant. C'est certainement même des trois celui qui est le plus, dont la virilité est le plus ouvertement affirmée. On voit en lui un macho, voilà. Enfin, en tous les cas, on peut imaginer, en tous les cas, un être prêt toujours à se battre, qui a autour de lui une sorte de garde prétorienne rapprochée, ultra violente, et qu'il contient quand il le veut, mais qu'il lâche comme des chiens à d'autres moments. Il apparaît vraiment comme un chef de bande, un chef de meute, et de ce point de vue-là, avec une sorte de... C'est le mal alpha par excellence, et il est dans ces habits-là. C'est moins vrai de ces deux anciens petits camarades, mais pour lui, les choses sont claires. Or, c'est lui qui va être confronté deux fois dans sa vie à l'idée de vengeance, de châtiment. Or, les deux fois où il est confronté à ces situations, et qu'il va résoudre exactement de la même façon, par le meurtre, en tuant, avec
en proférant en amont, en quelque sorte, presque un regret, mais il le fait. Or, qu'est-ce qu'il tue, cet homme viril, ce masculin premier? Bien, il tue un ami, et plus gravement encore peut-être, dans l'échelle, un innocent, en croyant que cet innocent a tué sa fille, ce qui n'est pas vrai. Bon. Donc dans les deux cas, il se trompe quelque part. En tous les cas, il se trompe lui-même et il piétine les valeurs de l'amitié et les valeurs de l'innocence. Toute chose qui ne devrait évidemment pas piétiner, même de son point de vue de mâle dominant, en quelque sorte. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, le discours de Eastwood, alors on ne peut plus clair. L'application aveugle, mais forcément aveugle d'ailleurs, de la loi du talion, conduit à piétiner et l'amitié et l'innocence, ce qui est quand même, ce qui en fait un bilan absolument catastrophique, bien évidemment, et que cette masculinité-là, cette virilité-là, cette affirmation d'un certain pouvoir, bon, eh bien, il est bien évident que, contrairement d'ailleurs à ce que des images un peu faciles du cinéma de Clint Eastwood, il s'est parfois donné un peu de verge pour se faire battre, mais on voit bien en quoi ça remet quand même en question un certain nombre de choses un peu trop faciles qui pouvaient être dites sur le cinéma sur le cinéma d'Eastwood. Parce que, évidemment, ce que raconte le film, mais alors là, pour le coup, du point de vue du personnage joué par Sean Penn, on pourrait le voir comme une sorte de volonté de restauration de la virilité, en reprenant le pouvoir sur les choses, en voulant se venger, y compris de l'acte fondateur pédophile du début. Au fond, cette restauration de la virilité n'engendre réellement que des monstres. Elle engendre un monstre et elle engendre des crimes. Et elle engendre notamment un crime absolument inadéquat, si je puis dire, qui est le meurtre d'un innocent. Alors, Eastwood vraiment raconte tout cela avec beaucoup de recul, avec beaucoup de distance. Il n'y a évidemment pas l'ombre d'une adhésion au comportement de Sean Penn. Il n'y a pas du tout une sorte de rédemption, une sorte d'onction que donnerait le cinéaste à ce personnage. Et d'ailleurs, au fond, si on cherche l'endroit où se trouve Clint Eastwood, sans exagérer, sans excès d'interprétation, il y a quand même plusieurs plans dans le film, filmés d'hélicoptère manifestement, où il y a une sorte d'élévation, où d'ailleurs le plan parfois se termine sur les nuages, sur le ciel, sur un ailleurs qui est tout sauf la terre, et la terre sale, et la terre sanguinolente, et la terre assez pourrie qui est à Boston. Donc je pense que Eastwood est dans l'hélicoptère, pour parler un peu facilement, et de la façon dont il se conçoit, lui, dans cette histoire. Et donc c'est bien une tragédie, comme il le disait d'ailleurs, qui se joue, parce que cette espèce de volonté de restauration de la virilité, elle est assez propre à un certain nombre de tragédies. Et là, il y a le noyau dur, je dirais, du film, qui est cette scène absolument sidérante, qui n'est pas tout à fait la scène finale, mais qui la précède, et qui est, souvenez-vous, la scène entre Sean Penn et son épouse. Et là, on est absolument sidéré par ce que l'on entend et par ce que l'on voit. Que dit-elle, cette épouse, qu'on a jusqu'à présent vécue comme un peu en retrait? Ça n'est pas la mère de la jeune fille qui a été assassinée, ce n'est pas la mère biologique, c'est la belle-mère. On la voit protégeant un petit peu les deux filles qu'elle a eues avec pardonnez-moi, Sean Penn.
son personnage, mais c'est un personnage un peu en retrait, c'est un personnage qui n'existe pas vraiment, si ce n'est d'être un peu derrière en permanence le personnage que joue Sean Penn. Et là, absolue révélation, elle a tout compris de ce qui s'est passé, de ce que son mari a fait, elle a tout compris, elle comprend tout, et elle va en quelque sorte, dans une scène absolument, à mes yeux, sidérante, elle va lui dire qu'il est le roi. Donc, quelque part, c'est la reine. Elle fait une double intronisation, un double sacre. Il est le roi, elle est la reine. Il faut protéger la famille royale, les deux petites filles, et que tout ce que fait le roi est bon dès lors qu'il s'agit d'affirmer cette royauté, quelque part d'affirmer cette virilité, et d'être le roi dans son royaume, et le roi dans son royaume fait ce qu'il veut au moment où il le veut pour protéger et les siens et son royaume. C'est une scène digne d'une tragédie Shakespeare. On peut imaginer vraiment que, tant elle est incroyable, que le propos d'Eastwood soit au fond d'aller vers cette scène-là et d'éclairer. Alors là, pour le coup, ça rééclaire le film d'une lumière encore plus tragique, parce que avec cette allusion très, très claire aux tragédies shakespeariennes et aux rois et aux reines de Shakespeare, là, pour le coup, Boston devient le centre d'un monde, et Boston devient une royauté, une fois plus shakespearienne. Et là, évidemment, on peut relire le film à cette aune-là de façon très intéressante, très éclairante, très pertinente. Et vous aurez noté que, en quelque sorte, pour bien que les choses soient bien claires, à ce moment-là, la reine entraîne le roi dans la couche nuptiale et preuve de virilité là aussi, affirmation de la virilité là aussi, ils font l'amour avant de retourner vers les autres, vers leurs enfants, vers la parade, etc. Donc il y a vraiment là une scène incroyable qui dit énormément de choses et qui nous permet certainement sinon de revisiter le film, du moins d'être assuré qu'on peut en avoir une lecture d'ordre shakespearienne. Mais comment dirais-je, cette apologie de la virilité, d'abord, elle est circonscrite à un personnage qui est celui de la reine et du roi qui accepte, mais elle n'est pas posée comme engageant l'ensemble des personnages et du film. C'est si vrai, par exemple, que le désarroi de l'autre femme, celle dont le mari a été injustement tué et qui était par contre la victime innocente des pédophiles, alors le désarroi de cette femme, il est bien clair qu'il n'est pas, évidemment, ni dans la vengeance, ni dans la violence, et que le geste un peu ambigu du troisième jeune garçon, qui est donc le flic, qui mime un pistolet vers le personnage que joue Sean Penn, aurait tendance à nous porter vers la pratique d'une violence, mais une violence de la loi, une violence légitime, puisque tout le monde, ou presque, sait que Sean Penn est l'auteur d'au moins un meurtre, voire de deux d'ailleurs, et que, quelque part, il lui faudra certainement affronter la violence légitime de la force publique, pour être clair, et la violence de la loi. Mais là, pour le coup, celle-là devra et pourra s'exercer. Ce qui veut d'ailleurs dire que, et ça la rejoint, la mélancolie profonde qu'on trouve chez Clint Eastwood, et le dernier plan sur Sean Penn remettant ses lunettes noires, c'est-à-dire se coupant du monde, est assez symptomatique de ça. Certes, le roi a été intronisé par sa reine, mais le roi est nu. Le roi est nu. Il a tué son ami et tué un innocent.
ça n'est pas une position royale très enviable, et il a perdu sa fille dans des circonstances abominables. Donc, on peut dire que vraiment, à ce moment-là, le roi est absolument nu. Alors, pour filmer tout ça, qui est ô combien à la fois lourd, foisonnant, pour filmer tout ça, Eastwood nous entraîne en quelque sorte dans une sorte de labyrinthe de plus en plus noir. On passe vraiment dans le film globalement, exception bien sûr, mais globalement, le mouvement général du film, c'est de passer du jour, de la lumière, à l'obscurité, à cette rive de la Mystic River absolument glauque, où le pire a lieu, et le film nous y entraîne comme on entraînerait progressivement dans les cercles concentriques de l'enfer et dans le cloaque, en quelque sorte, final, qui sont les rives poisseuses, sombres, inquiétantes de cette Mystic River. Au fond, l'histoire de Mystic River, c'est l'histoire de 3 jeunes garçons qui n'en finissent pas de solder les comptes. Pour eux, le passé ne passe pas. C'est absolument clair. Et cette autre clé du film, elle nous est donnée d'ailleurs par la réflexion explicite de l'un des 3, en l'occurrence le flic, qui dit à un moment, au fond, nous étions tous les 3 enfermés dans cette cave, petits garçons, nous avons tous les 3 été abusés et nous n'en sommes jamais sortis. Métaphoriquement, bien sûr, mais il indique là la sorte de sidération solidaire qui a rapté ces 3 enfants en même temps, parce qu'ils étaient les 3 meilleurs amis du monde, et que l'histoire de ce film, c'est effectivement celle d'une résilience qui n'a pas lieu. Le mot est tout à fait à la mode, on cesse de parler maintenant de résilience, peut-être un peu trop, mais en tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est que Mystic River, c'est l'histoire d'une résilience qui ne peut pas avoir lieu. Et si elle ne peut pas avoir lieu, c'est parce que l'indicible a été fait, c'est parce que le pire a été vécu par ce petit garçon et par procuration par ses 2 amis. Et qu'on ne revient pas de cela. On ne revient pas de cette cave, on ne revient pas, on fuit dans cette forêt comme le petit garçon nous l'est montré, mais fondamentalement, en tous les cas, c'est ce qu'ont dans la tête ces 3 personnages-là, on n'en revient pas. Avec, je crois vraiment, le clair sentiment que la résilience est impossible. Ça en fait aussi un des grands intérêts du film, parce que on voit bien, et ça n'est pas un jugement de valeur dans ma bouche, mais on voit bien que la résilience, que le thème de la résilience est souvent arpenté par des cinéastes, et je le dis avec un intérêt certain, mais l'âpreté du propos de Clint Eastwood dans la matière, sa façon au fond, d'acter la noirceur définitive de ce monde, elle est, je crois, il faut l'entendre. Il faut la voir, il faut l'entendre, il faut la comprendre, et je crois qu'elle est suffisamment en phase avec ce que vivent des gens pour ne pas être balayée d'un revers de main dans notre société où la bienveillance est si souvent mise en avant. Là, pour le coup, effectivement, la noirceur est là. Mais c'est aussi, et c'est peut-être d'abord, la noirceur de la vie. Alors, ce qui fait le prix, le poids donc du film de Clint Eastwood, c'est ce qu'on vient d'essayer de baliser, c'est-à-dire cette extrême polysémie, cette extrême diversité de couleurs, en quelque sorte, et ces différentes facettes. Parce qu'au fond, le film pourrait être vu comme un film d'enquête. Il y a effectivement une enquête. Un polar traditionnel, c'est issu d'ailleurs de la littérature dite de polar traditionnelle américaine, la grande et belle littérature. C'est aussi, je le disais, un puzzle, parce que nous sommes, nous, spectateurs, mis en position comme ça de voir le film séquence par séquence comme
différentes séquences d'un même puzzle et que la figure va finalement arriver à la toute fin, comme il se doit dans un film d'enquête et dans un polar et dans un puzzle, souvent. Mais c'est aussi, on l'a vu, j'allais dire beaucoup plus, là aussi, peu importe les jugements, peu importe les échelles, peu importe les valeurs, mais c'est aussi un drame. Et c'est au-delà du drame une tragédie. Donc c'est dire si le cinéma d'Eastwood montre une très très belle complexité là où d'autres films pourraient se contenter de chanter uniquement dans le couloir du polar ou dans le couloir du film d'enquête ou dans la pure tragédie. Je crois que le grand intérêt d'Eastwood, c'est cette attention qu'il a aux différents degrés, aux différents niveaux de lecture de son film et qu'il n'en lâche aucun au détriment de l'autre. Et qu'au fond, on peut regarder son film à ces différents niveaux-là et qu'on y trouvera toujours, je crois, matière d'un vrai contentement de spectateur. Alors, il y a peut-être un personnage dont je n'ai pas assez parlé durant cette approche du film d'Eastwood, c'est Boston. Parce que, bon, selon la formule consacrée, un film, ce sont des corps dans un décor, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que Boston est évidemment très présente dans le film. Une fois de plus, je le disais, pas de façon documentaire, il ne s'agit pas d'un documentaire sur Boston, c'est une ville qui fait l'objet d'ailleurs de nombreux documentaires, notamment chez Frédéric Wiseman, le grand documentariste français, mais ce n'est pas le cas, bien évidemment, là, ce n'est pas un documentaire. Le grand documentariste américain, pardonnez-moi, Frédéric Wiseman, ça n'est pas un documentaire, bien évidemment, c'est un film de fiction, c'est un grand récit de fiction, mais la façon, au fond, d'ancrer cette fiction dans le réel, et Dieu sait si c'est une fiction qui a des résonances dans le réel, on l'a vu, eh bien c'est Boston. C'est l'idée que dans cette ville ont été commis des actes de cette nature, bien plus graves encore d'ailleurs, mais que cette ville avec ses quartiers, cette ville en évolution, cette ville très diverse, cette ville avec ce fleuve au nom mystérieux qui la traverse, vraiment c'est un des personnages du film. Et à plusieurs reprises, Eastwood décrit ce lieu, décrit ce personnage comme on filmerait certainement oui, un personnage à part entière du récit, et comme pour en quelque sorte donner acte que un film sans décor, un film sans un substrat d'environnement ne serait évidemment rien, et que l'histoire se tient, les personnages se tiennent parce qu'ils évoluent dans une ville qui s'appelle Boston, qui existe vraiment et qui, en quelque sorte, donne à la fois son humanité et son inhumanité au film dans son intégralité, comme si, au fond, il n'y avait pas besoin de beaucoup de discours pour que la vraisemblance soit là. La vraisemblance, elle est portée par cette ville de Boston. Voilà, merci de votre écoute. S'il y a quelques questions, je serais ravi d'y répondre, bien évidemment. Merci beaucoup Laurent. Et on vous écoutera très prochainement sur le film de François Truffaut. Les deux Anglaises du continent, oui, avec Jean-Pierre Léaud, magnifique film romantique. Voilà. Merci. Merci à vous, à bientôt. Merci aux participantes.